Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'Assemblée nationale a voté jeudi dernier le projet de loi portant modification du Code de sécurité sociale des personnes et de la famille, du nouveau Code pénal et du Code du travail. Ces modifications, selon l'Assemblée nationale, viennent renforcer les droits de la femme et les conditions égalitaires de participation au développement du pays. Alors, nous abordons toutes ces modifications avec l'honorable Sénat Ali Puy. Il est député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est tout à fait naturel. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, je le disais dans mes mots introductifs que l'Assemblée nationale a voté jeudi dernier le projet de loi portant modification du Code de sécurité sociale des personnes et de la famille, du nouveau Code pénal et du Code de travail. Alors, comment est-ce que ces modifications opérées viennent-elles renforcer le droit de la femme et les conditions égalitaires de participation au développement de notre pays? Merci beaucoup, Norbert, pour cette question pertinente. Avant tout propos, c'est un devoir pour ma part, c'est un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance. Je nous inviterai à observer une minute de silence en mémoire de mon père, de mon frère, d'un ami, décédé le 14 novembre 2020, l'honorable André Kwasi Ablom Johnson, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, député de la circonscription des Lacs, de regretter mémoire. Donc je vous prierai d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc je profite de l'occasion également pour saluer la mémoire de deux personnalités qui nous ont récemment également quittés. Mon aîné de la préfecture de Logou, le professeur et ancien ministre David Oladekoun, qui nous a malheureusement quittés. Donc je présente mes condoléances à sa famille politique et au monde universitaire. Et M. Patrick Lawson, un collègue à nous au cadre permanent de concertation, qui a été militant de notre parti. Donc je salue leur mémoire et leur contribution à l'avancée de notre pays, à leur contribution à l'édification de notre nation et à son progrès. Donc pour revenir à votre question, les 4 projets de loi qui ont été adoptés, je précise d'emblée que je n'étais pas là. Je suis rentré hier, donc je n'étais pas là au moment où ces projets de loi ont été adoptés. Néanmoins, je les ai étudiés comme tout député. Et nous avons donc participé à tout ce qui s'est fait autour de ces textes-là, même à distance. Et je commencerai par dire que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça, c'est un proverbe qui est bien connu. Et moi, j'ajoute, et ça, c'est de moi, que la femme, c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité. C'est ma conviction et nous travaillons dans ce sens-là pour donc promouvoir les femmes. Et tout ce qui peut toucher à faire avancer les femmes, nous le faisons. Alors, les 4 projets de loi, les modifications qui ont été apportées à des textes existants visent à protéger davantage les femmes, notamment sur les questions de violence en milieu familial, sur les questions de la garde des enfants lorsqu'il y a des problèmes, sur les questions des licenciements et des avantages auxquels ont droit les femmes en période de grossesse, les questions de harcèlement, les questions de discrimination. Donc tout cela vise à améliorer l'existant. Donc ce n'est pas une énorme révolution qui a été faite, mais c'est un pas en avant. Et comme opposition, nous avons estimé qu'on pouvait faire plus. Mais bon, nous prenons ce qui est offert et nous continuons à travailler pour proposer que plus ce soit fait et qu'un jour, lorsque le peuple aura décidé qu'il y a une autre majorité, on puisse faire d'autres pas. Mais pour le moment, nous continuons à faire le plaidoyer pour le cas de la femme. Mais nous ne sommes pas insatisfaits de notre situation, hein, parce qu'il faut être honnête et reconnaître quand même que nous avons 11 femmes au gouvernement, à peu près du tiers. Nous avons 17 femmes au Parlement. Et les 2 premières personnalités de notre Assemblée nationale sont des femmes. C'est-à-dire que la présidente de l'Assemblée nationale et la 2e vice-présidente, qui sont tout aussi compétentes que belles, vous en conviendrez. Et notre ministre des Finances au Parlement également, c'est une femme, c'est-à-dire celle qui s'occupe des questions de questions. Donc c'est pour vous dire le rôle clé que jouent les femmes au Parlement
Et c'est ce rôle-là que nous voulons continuer à voir les femmes jouer dans la société togolaise. Ouais, donc, on ne va pas beaucoup passer de temps, étant donné que je suis légèrement en retard. Comme opposition parlementaire, au-delà d'avoir apporté notre soutien à ce texte, et je pense que nous l'avons également mentionné lors des discussions, il est important pour nous qu'on ouvre un débat sur le statut de la femme au Togo, pour lui permettre de jouer un rôle plus important. Il faut revoir la question de l'accès aux femmes à la propriété foncière. C'est une question qui est importante pour nous comme parti d'opposition. Il faut également revoir le statut des femmes et des orphelins. Donc, c'est des questions, quand le mari décède, ça devient tout un drame. Il ne faut pas qu'au-delà de la perte d'un être cher, s'ajoute un drame économique et social parce que les droits de la femme ne sont pas suffisamment protégés. Vous avez des frères qui veulent venir prendre la maison dans 3 mois ou 36 mois ou je ne sais pas quoi. Pour nous, tout cela, il faut vraiment faire de la place aux femmes et leur donner une position qui puisse leur permettre de jouer ce rôle. Vous savez, dans une étude économique, il y a un joli papier, il y a 2 papiers que je vais vous recommander pour terminer, pour qu'on n'abuse pas du temps, puisqu'il y a d'autres questions, j'imagine. Il y a 2 papiers que je vais vous recommander pour lecture, et les auditeurs aussi peuvent les lire, pour pouvoir voir que lorsqu'on fait la promotion de l'équité entre les hommes et les femmes, cela a un impact positif sur la croissance économique, et que une étude qui a été effectuée également par l'Organisation internationale du travail sur 13 000 entreprises dans 70 pays révèle que vous avez plus de 30% de femmes dans les positions de commandement. Cela permet de faire progresser sensiblement des choses. Donc, les 2 papiers que je vous invite à lire, vous pouvez les trouver sur Google. Le premier, c'est Women in Business Management, The Business Case for Change. C'est un document qui est sorti en mai 2019 de l'Organisation internationale du travail, ILO, donc que vous pouvez consulter. Et vous pouvez également lire le papier Progress and Evolution of Women Participation in Production and Business Activities in South America. C'est un très joli papier de Béatrice Avolio et de Giovanna Di Lora qui vraiment vous montre que c'est des études scientifiques qui montrent que plus on met les femmes dans des positions de commandement et qu'elles occupent d'espace là où se prennent les décisions, plus on avance. Et je terminerai en réitérant quelque chose pour lequel je me bats depuis que je suis à l'Assemblée. Il nous faut vraiment une commission chargée de la question de la femme pour revoir le statut de la femme qui va conduire des audiences dans le pays et écouter les femmes de tous les statuts et revenir avec des recommandations qui vont être mises en œuvre. Vous savez, au Canada, en 1967, ils ont mis en place la commission Byrd. Vous pouvez faire la recherche sur Google aussi, il y a des études là-dessus. Bon, moi, c'est pendant mes études que j'ai eu à avoir affaire à ça. Et cette commission, pendant un certain temps, a écouté toutes les femmes du pays pour voir quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, de quoi elles ont vraiment besoin, et a déposé ça sur la table du Premier ministre qui les a exécutés. Et cela a permis d'améliorer l'équité salariale, cela a permis de vraiment changer le statut de la femme. Et nous sommes passés au début des années 60 d'une proportion de 3% des femmes managers dans l'administration publique à plus de 40% dans les années 90. Et on a même une femme première ministre. Alors nous avons déjà une femme première ministre, président de l'Assemblée nationale, une bonne présence au gouvernement et tout cela. Nous avons maintenant besoin de faire plus pour ces femmes qui, tous les jours, je vois quand je fais le sport le matin, balaient, font de la nourriture, essaient de boucler le budget. Nous devons maintenant faire des choses qui touchent ces femmes-là, promouvoir ces femmes-là, leur donner suffisamment de ressources pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants, surtout quand le mari n'est pas là. Alors, donc j'ai été un peu long, la question de la femme est très importante pour moi. Et bon, comme vous savez, toutes les femmes sont des reines, hein, donc on devrait prendre le temps qu'il fallait. Voilà, on tend déjà vers la fin de l'année. Quel bilan vous dressez de vos activités à l'Assemblée nationale, surtout pour cette année 2022? Bon, alors au niveau de l'Assemblée, nous sommes toujours dans la moyenne. Hein. D'ici la fin de l'année, on aura adopté plus d'une vingtaine de textes. Et je dirais que comme politique, comme député, moi, cette année, j'avais 3 objectifs. D'une part, la mise en place d'un cadre permanent de dialogue, donc l'exécution des conclusions de la CNAP. D'autre part, il y a la question de la vie chère. Et bien entendu, vous avez aussi une préoccupation qui est plus d'ordre interne qu'autre chose, qui est l'organisation d'un congrès au sein de notre parti. Mais nous avons, au niveau parlementaire, contribué à voter un ensemble de textes qui permettent de renforcer tout ce que nous avons comme arsenal au niveau sécuritaire. Et nous avons mis en place, nous avons beaucoup travaillé sur le terrain. Donc le bilan, en gros, je dirais qu'il est satisfaisant, comme pour nous, comme députés.
tant sur le travail parlementaire que sur dans le travail sur le terrain. Et j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, lors de la discussion budgétaire que nous aurons, qui va être difficile, nous puissions arracher un maximum de concessions de la part du gouvernement pour les populations. Vous savez, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures en septembre. Nous estimons qu'il faut faire plus, nous estimons qu'il faut faire mieux. Nous disons merci pour ce qui a déjà été fait, mais l'essence est à 700, la vie coûte cher à Lomé, la vie coûte cher, la vie est difficile pour les gens, donc nous devons trouver des moyens pour continuer à les pousser. Et eux-mêmes, ils travaillent dans ce sens. Mais nous, notre job, c'est de les critiquer, donc nous devons venir avec des propositions qui vont permettre d'améliorer le panier de la ménagère. Et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de l'exercice budgétaire qui arrive, pour que le budget de 2023 soit un budget social qui puisse permettre de soulager les populations. Donc, augmentation du salaire, des salaires encore, SMIC à 50 000, pourquoi pas? C'est des questions qu'il faut vraiment étudier parce que, bon, je ne sais pas pour vous, hein, pour nous, nous trouvons que la vie coûte cher à Lomé. Je ne sais pas pour vous, peut-être, mais... Donc, nous allons continuer à travailler dans ce sens-là et pour moi, le bilan est satisfaisant. Et je tiens à saluer, pour terminer, donc, le président de notre groupe parlementaire, l'honorable Agbanou Komi, pour son leadership au sein du Parlement. Il a réussi à garder les députés unis. On a fait beaucoup de travail de terrain ensemble. Et j'espère qu'on va continuer à mieux vous servir l'année prochaine. Alors, honorable, vous êtes député de l'Union des forces de changement à l'Assemblée nationale. Depuis un moment, on constate que les responsables de l'UFC ne parlent plus d'une même voix. Certaines personnes parlent même de fissures qui conduisent inexorablement le parti vers une dislocation. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Avec votre permission, hein, et sans me dérober à la question, nous sommes à 48 heures de la fin du recensement. Est-ce qu'il serait possible que... Non, on va revenir sur parce que j'aurais préféré qu'on parle des choses qui concernent les Togolais ou qui intéressent les Togolais plutôt que des histoires de Winnie l'ourson qui est pris avec la main dans le pot de miel et qui nous dit que ce n'est pas du miel et qu'il est innocent. Ça dépend de vous. Alors, on reviendra sur la question de recensement. On laissera suffisamment de temps pour revenir sur le recensement. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'UFC. Nous sommes un parti démocratique et lorsque je suis arrivé en 2017, j'ai constaté beaucoup de dysfonctionnements. Parce que j'ai fait un audit organisation. Vous savez, j'ai aidé à restructurer plusieurs entreprises. Et donc, quand tu arrives, la première chose que tu regardes, c'est comment va-t-on? Comment va le patient? Alors, en 2017, j'ai constaté que nous sommes déjà en retard de 2 congrès. Donc, il faut faire un congrès, puisque c'est tous les 3 ans qu'on fait le congrès pour renouveler le bureau. J'ai constaté également que sur 31 membres élus au congrès du 12 août 2010, il n'en reste qu'une quinzaine, ou à l'époque 17 ou 18. Donc, il en reste à peu près la moitié. Les autres sont morts, d'autres ont quitté. Donc, le bureau est incomplet. Son mandat est expiré. Et j'ai également constaté que, au niveau de la gestion des finances, c'est fait de façon artisanale. C'est style familial, quoi. Je fais ça pour moi, fais ça pour moi. Sinon, nous sommes une organisation sérieuse qui aspire à gérer l'État togolais. Il nous faut un budget, il nous faut une chaîne de commandement claire où il y a un ordonnateur, comme nos statuts le prédisent. Alors, j'ai revu nos statuts et tout ça. Là, on a des provisions pour ça. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais it's our capacity to execute that poses problem. C'est-à-dire, c'est notre capacité à exécuter, à respecter nos textes qui posent un problème. Alors, nous avons recommandé dès 2017 l'organisation immédiate d'un congrès. On m'a dit non, si on fait un congrès, le parti va se casser. Si on fait un congrès, Jésus va revenir. Bon, bref, les ténors du parti à l'époque ne voulaient pas d'un congrès. Et moi, j'étais chargé de mission. Je n'étais même pas encore conseiller à cette époque-là. Bon, ils ne veulent pas d'un congrès. Vous voulez vivre sans congrès, il n'y a pas de problème. C'est ça votre conception de la démocratie, il n'y a pas de problème. Donc, demain, si on vous donne le pouvoir au Togo, il n'y aura plus d'élection, vous êtes assis et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes arrivés au Parlement en 2018 et nous avons commencé à aller sur le terrain, c'est-à-dire en dehors de nos circonscriptions. Et donc, nous avons commencé à être confrontés aux problèmes liés à cette mauvaise gestion-là, où il n'y a pas de budget, où on ne fait pas de congrès, où on ne fait pas ceci, où on ne fait pas cela. Puisque quand vous allez dans une fédération, les gens vous disent, mais on a envoyé les délégués dans le bureau de vote, ils n'ont pas touché leur argent. Vous regardez, l'État n'a pas payé, ou bien l'État a payé. Alors, on a commencé à être confronté à ces problèmes-là en descendant sur le terrain. Bon, tu peux mentir peut-être une fois pour arrondir les angles, pour couvrir les gens à Lomé ici, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas couvrir. Moi, je ne suis pas un général de salon. Je suis sur le terrain avec les populations. Si vous faites une recherche sur moi, vous verrez quand il y a un meeting tous les 2-3 mois, je suis tout le temps sur le terrain. Je ne suis pas au salon dans les coulisses en train de cirer les chaussures du patron, de lui mentir et de lui soutirer de l'argent. Je ne fais pas ça. Donc nous sommes sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une gestion transparente.
pour que nous aussi, quand on descend, on est à l'aise. De retour, après toutes ces tournées, après tous ces problèmes-là, bon, je vais prendre encore 3 minutes et j'arrête sur cette question-là. Nous avons commencé à écrire des lettres aux gens concernés, au gouvernement, pour dire, écoute, vous nous devez l'argent des délégués, vous nous devez le remboursement des cautions. Nous avons droit comme parti parlementaire à du financement. Ils ont honoré leur part des engagements. C'est plus de 60 millions qu'en l'espace de 2 ans. C'est moi-même qui ai écrit les lettres, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous me demanderez, mais est-ce que je suis trésorier? Non, je suis conseiller spécial. Mais si je participe directement à des négociations politiques, ce qui fait qu'il est plus facile que je règle un certain nombre de problèmes. C'est plus de 60 millions qu'on a pu mobiliser pour le parti. Donc pour rembourser les cautions aux gens, les perdiennes de nos délégués dans les bureaux de vote, aux législatives, aux locales. Tout ça là, on a fait ce travail, on accumule l'argent. Et puis on ne voit pas la couleur de l'argent. Les gens disent, mais notre argent. Quand tu parles, tu arrives au bureau. Ah, moi je suis ceci, c'est nous qui avons créé le parti, c'est nous qui avons signé le jugement, moi j'ai rien à foutre de tout ça. Faites un congrès pour renouveler votre mandat si les gens veulent de vous, et s'ils ne veulent pas de vous, d'autres viendront, et puis on continue à travailler en gérant correctement. Pour que nous, quand on descend sur le terrain, on soit à l'aise. Non, un congrès, ça va casser le parti, l'argent comme ci, l'argent comme ça. Bon, tout ça là, pour finir, pour constater qu'on a détourné 14 millions. Pour ne pas dire plus. Pour le moment, sur la table, les preuves irréfutables d'un détournement de fonds de 14 millions sont là. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une affaire de je t'aime ou je ne t'aime pas. C'est des documents bancaires que nous avons reçus qui prouvent qu'il y a détournement de fonds. Moi, je suis en voyage, je suis rentré hier. Il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, les gens du bureau se sont également réunis. Après avoir étudié les preuves matérielles qu'elles ont estimé que oui, il y a détournement de fonds. Mais ces documents, on les a depuis mars. Il faut saisir l'intéressé pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a une explication qui va nous convaincre du contraire. Il a été saisi par huissier au mois de juin de cette année, ou juillet de cette année. Ça fait 5 mois, aucune réponse. Parce que monsieur pense qu'il est comme monsieur Olympio. Mais vous savez, un chat, ce n'est pas un tigre. Monsieur Olympio, c'est un tigre. On ne remplace pas Olympio comme ça. À Séville matin, et nous qui alors, donc, je termine. Oui. Puisqu'on parle de 14 millions, et je finis là-dessus. Le bureau directeur, réuni en réunion ordinaire avec 9 membres sur 12, a décidé de le suspendre. Donc, il est suspendu. Il est seul. Il n'a pas quelqu'un d'autre qui le suit, à part un coursier qui habite une maison en paille, le gardien du siège. On ne va pas, mais il habite une maison en paille. Bon, donc je termine. Moi, d'un point de vue légal, puisque je suis député, nous faisons les lois dans ce pays, lorsque j'analyse les preuves qui ont été soumises au bureau directeur et dont je dispose, il tombe sous le coup de 4 chefs d'accusation au moins. Faux et usage de faux, conformément à l'article 670 et 671 du Code pénal togolais. Vol aggravé, conformément à l'article 416, 417 et 418 du Code pénal. Abus de confiance, conformément à l'article 429. Et abus de blanc-seing, c'est-à-dire je te donne un truc en blanc, je te fais 10, tu peux prendre jusqu'à 1 million, toi tu en prends 14. C'est une fraude et un vol inacceptable. On va donner la possibilité aux auditeurs de réagir par rapport à ce débat sur nos 2 numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la courte pause. De Despo Design, Jacques Logo, Ejiro Mustafiri, Victoria Grace, Adama Paris, Catio Eleganza, Les Hommes de Fauvette et bien d'autres. Fimo 228, la boutique. La haute couture a enfin son espace. Boulevard de la Victoire à Tourcoing protestant, à côté de Computer Plus. Infoline 00228 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Fimo 228, la boutique. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58.
Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité. Alors, Monsieur Senali, puis avant de continuer, il y a un auditeur qui demande sur la page Facebook. La même question a été posée hier à Monsieur Ohin Elliott quand il était sur ce plateau, il était assis à la même place. Alors, on lui demande, dans tout ça, que dit le président? Le président national souhaite qu'il y ait un audit. Lorsque nous l'avons mis au courant qu'il y a eu des détournements de fonds, il veut un audit. Et l'audit n'a pas encore eu lieu parce que la personne à qui il a demandé de faire l'audit est la personne qui a commis le forfait. Alors nous, comme bureau directeur, nous allons faire un audit, mais pas un audit seulement sur les 14 millions, parce que comme je vous disais, c'est près de 60 millions qu'on a mobilisés et on veut savoir où est passé cet argent-là. Donc les 14 millions, c'est ce pourquoi les preuves sont sur la table, on peut gérer, mais le reste, il faut fouiller. Et on fouillera. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Pélé, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, mon très cher aîné. Comment allez-vous? Très bien. Ah, ça fait des années qu'on se connaît au téléphone. Il faudra bien qu'on fasse connaissance physiquement maintenant à un moment donné. Ok. Je laisserai mes coordonnées après l'émission. Vous pourrez me contacter. On va essayer de se voir. Ok, merci. Bon, la première préoccupation, c'est concernant l'Assemblée. Oui. Les lois votées à l'Assemblée, oui. Est-ce que vous avez un obstacle par hasard lorsque vous avez signé un accord avec le pouvoir en place? Que ça arrive que le président que le gouvernement amène, ça vous bloque bien, vous pouvez bloquer ça. Parce que vous avez signé un accord, est-ce que l'USP? Je ne sais pas si ça existe encore. Bon, deuxième préoccupation, c'est concernant la crise de la liberté. Je pense que la crise a commencé depuis 2005. Est-ce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir d'appliquer la Cour des comptes et à partir de là, rapidement, je dois poser plusieurs réflexions à M. Oudou. Est-ce que le cabinet de chef de disposition existe encore? Il existe. Est-ce qu'on peut voir encore depuis ce bilan, le bilan de ce cabinet de chef de disposition? Merci beaucoup à M. Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Famalo. Good morning, Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Honorable, bonjour. Bonjour, Monsieur Gado, vous allez bien? Ça va très bien. Et toutes les explications, c'est clair et net. Oui. C'est tellement rien. Merci. Ce que moi, je voudrais ajouter là, franchement, Pélé l'a dit, il faut voir mon ami Wiaou à Pristia. Comme ça, il dépose le rapport devant le procureur et tout sera réglé. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne monsieur Gado. À vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand, vous allez bien? Il faut dire que vraiment, j'apprécie vraiment le travail que les députés abattent au niveau de l'hémicycle. Parce qu'on a actuellement des patriotes, bien que ayant des opinions divergentes, qui luttent pour que le peuple puisse avoir. Mais vraiment, j'insiste, comme le député, l'honorable vient de le dire, il faut vraiment appuyer encore, parce que les temps sont durs pour la population. Il faut vraiment encore mettre des mesures pour atténuer tant soit peu les souffrances dans les ménages. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok, alors, honorable, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous allez répondre à ces trois auditeurs avant que d'autres n'appellent. Concernant M. Pélé, que je remercie pour sa question, l'accord RPT-UFC, je vous en prie, il faut arrêter de nous mettre ça sur le dos. Ça fait 12 ans qu'on a signé ça. Depuis 2018, nous sommes repassés à l'opposition, nous sommes au Parlement comme parti d'opposition. Bien entendu, cet accord-là a créé des liens d'amitié, un lien de confiance. Bon, quand il y a un problème, ce n'est pas à la radio, je vais venir ici pour les critiquer. J'ai la possibilité de soit aller voir un ministre ou d'appeler les responsables du parti au pouvoir, aller les rencontrer et leur dire que bon, ça, nous voyons que si on fait ça comme ça plutôt, c'est mieux. Eux aussi vont aller réfléchir, faire leurs arbitrages. S'ils peuvent faire des concessions, ils le font. S'ils ne peuvent pas, ils ne les font pas puisqu'ils ont une majorité. Et on essaie de se gérer sans vous déranger. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la classe politique vienne vers les populations avec des solutions
à vos problèmes. C'est-à-dire que nous estimons que nous sommes responsables, opposition comme pouvoir, de régler les problèmes de vie chère. Ce n'est pas que nous n'avons pas le pouvoir, donc on s'en fout, on va seulement insulter les gens qui ont le pouvoir, qu'ils ne font rien. Nous aussi, la vie chère nous affecte. Donc si on peut les convaincre d'appliquer nos solutions, même si on n'a pas la majorité, c'est dans ces démarches-là que nous sommes. Donc nous n'avons pas une minorité de blocage au Parlement. Nous ne sommes que 7 et toute l'opposition, nous sommes 14 sur 91. Donc on est obligé de discuter, de négocier, d'essayer de convaincre. Parfois on a gain de cause, parfois on n'en a pas. Tout ce que je peux vous dire pour vous dire que notre travail n'est pas quand même vain, c'est que les gens viennent ici. Je pense que l'ancien deuxième vice-président était là hier et il disait que l'alternance, on vous tient un discours émotif qu'on va vous emmener vers la terre promise. Comment on va y arriver? Sans aller à aucune élection, vous êtes en politique depuis 30 ans, vous n'avez jamais été ni aux législatives, ni à la présidentielle, ni au local. Vous êtes tout le temps au salon l'alternance, l'alternance. Nous sommes allés sur le terrain, nous mouiller le maillot. On a mis notre argent dans la campagne. On est au Parlement là-bas et c'est nous qui avons fait les réformes qui limitent le mandat présidentiel à 2. Qui font que même si ce n'est pas nous qui avons le pouvoir demain, ça peut être quelqu'un d'autre parce que le mandat est limité. Ça, c'est un pas concret vers l'alternance. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, que nous ne sommes pas dans les sentiments, raconter sa vie, nous sommes dans les faits. Tout ce que je vous dis, je peux le prouver. Et nous faisons de petits pas, petit à petit, et ça va aller. Merci beaucoup à M. Gado pour sa suggestion. Je vais être honnête avec vous. Vous me dire, mais pourquoi vous avez des documents incriminant votre vice-président de détournement de fonds et depuis vous n'avez pas encore saisi la justice ou saisi les institutions compétentes? Là, le bon sens voulait qu'on en parle d'abord à notre patron. Le patron, voilà ce qu'il y a. Celui-là qui est là, on l'a pris avec la main dans le pot de miel. Bon, lui, il dit qu'il faut faire un audit. Bon, on interroge la personne incriminée. On l'a saisi par huissier. Il dit, voilà mon ami, on a constaté, tu as fait ces mouvements de fonds là, avec ton ami ou on ne sait même pas qui là, vous êtes parti ouvrir un compte en notre nom, sans nous aviser, tout un parti politique. Vous avez transféré des sommes pareilles. Il y a eu du faux et d'usage de faux, c'est-à-dire que, puisque pour encaisser un chèque, il faut une autorisation. Il a expliqué hier. C'est des explications fausses. Puisque je suis en train de vous expliquer que l'autorisation qu'ils ont obtenue pour que le chèque puisse passer ou les choses puissent se faire, c'est un faux document. C'est-à-dire que, bon, il y a 5 personnes qui ont accès au compte email du président national, puisqu'il a 86 ans. Ce n'est pas lui-même qui va sur son email tous les matins. Des gens qui ont intérêt à mettre la main sur son argent pendant que lui, il a intérêt à mettre la main sur son parti, l'ont aidé dans cette fraude. Et de toutes les façons, moi je suis content, il dit qu'il va à la justice. Mais alléluia, ceux dont nous on avait pitié pour lui, qu'on ne veut pas que ça se termine mal, pour lui il n'a qu'à ramener l'argent. Lui-même il dit qu'il est fâché, il va à la justice. Bon. Nous avons un autre auditeur avant de continuer avec Armand qui pense que les temps sont durs, il faut encore d'autres lois. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Ah, oui, madame ici, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Bonsoir, vous allez bien? Ah, on dit bonjour d'abord, non? Allô? Oui, allô? Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. On a je crois. Madame ici, vraiment, on a du mal à vous recevoir. Ok. Oui, allô, oui, allez-y. Oui, c'est bon. Oh là là, ça ne va toujours pas, Vous pouvez nous ramener, je vous donne quitus, vous pouvez rappeler. Allô? Oui, allô, ok. Je vais me déplacer. D'accord. Voilà, j'ai dit à l'ISC, c'est cette histoire ridicule de 14,1 millions. Devant un régime, ce n'est qu'un pipi de chat, de un régime qui veut jamais alterner. Et pourquoi? À cause de l'argent. On ne sait pas combien de millions par minute pour qu'on soit financé. Mais durant 60 ans, avec ça. Alors, on a du mal, j'ai du mal vraiment à recevoir ce que dit madame ici. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM, allô, mais j'ai compris une partie de sa question. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et donc, hier, je vous avais fait une suggestion à propos du problème qui se pose au niveau de l'UFC. Je vous avais demandé de ne plus poser des questions aux membres de ce parti, parce qu'on ne comprendra rien. Chacun viendra dire sa vérité.
il faudrait que cela se tranche au niveau du tribunal et que de là, on sache qui dit vrai et qui dit faux. Et deuxièmement, et pour l'honorable, je voudrais lui faire une suggestion. À l'entame, il a parlé du problème des femmes. Il faut mettre les femmes un peu partout pour que ça marche. La charité bien ordonnée commençant par soi. J'espère que la prochaine fois législative, tous les députés qui seront élus au niveau du Bercy seront des femmes. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus donner la possibilité aux auditeurs. Alors, honorable, vous avez maintenant la parole. Je vais commencer par mon frère, que j'aimerais bien connaître éventuellement, Monsieur Mas, qui veut m'envoyer à la retraite. Il dit qu'il faut que toutes les femmes... Bon, il faut bien faire de la place aux femmes. Ça ne dérangerait même pas qu'elles soient en majorité, mais de là, nous renvoyer à la retraite, bon, c'est vrai que qu'est-ce que nous faisons les hommes? Quand vous voyez les conflits qu'il y a, c'est les hommes, hein, on est en train de se quereller, on parle de l'UFC là, c'est 2 hommes qui se querellent ou 3 hommes qui se querellent, les femmes ne sont pas dans ces conneries-là. Merci beaucoup pour son conseil, que cette affaire aille au tribunal. C'est pourquoi je ne veux pas perdre beaucoup de temps avec cette histoire. Laissons-la dormir, comme celui-même qui a mis la main dans le pot de miel, dit qu'il va en cours, avec plaisir. On ira voir ce qu'il va expliquer. Comment il va expliquer à un juge qu'un parti politique qui a un bureau de 12 membres, toi tout seul, avec quelqu'un qui n'est même pas dans le bureau, vous allez ouvrir un compte, vous transférez notre argent dans ce compte-là et vous l'opérez, et je ne sais pas. Bref, je ne sais pas, c'est des cours du soir, je ne sais pas quelle école ils ont fait, on laisse ce sujet-là. La justice va s'en occuper. Il y a Pelé qui demandait où est-ce qu'on peut trouver le cabinet du chef de file de l'opposition. Alors, le cabinet du chef de file de l'opposition, s'il n'est pas encore ouvert au public, c'est un peu ma faute, parce que nous avons eu tout ce qu'il fallait de la part du gouvernement pour ouvrir ce cabinet-là. Et on avait même trouvé un local à Agoué ici. On a commencé les procédures au niveau de l'administration pour que les baux soient signés, pour qu'on puisse être doté de ce bureau-là. Et puis, bon, j'ai voyagé, les choses ont traîné, le temps que les choses se mettent en place, finalement, quelqu'un d'autre est venu louer la maison qu'on lorgnait. Et donc, il faut reprendre tout le processus. Et nous sommes au milieu de ce processus. Et je pense que d'ici janvier-février, on aura un local et qu'on va l'inaugurer officiellement. Pour ce qui est du reste, le CFO a un cabinet d'à peu près 25 personnes dont l'État doit pouvoir aider avec une prise en charge pour certains. Et pour certains, la prise en charge est effective. Donc, de temps en temps, vous voyez des communiqués. Donc, c'est une institution que nous sommes en train de créer et de mettre en place. Elle existait déjà, mais nous sommes en train de la structurer et de faire en sorte que quel qu'en soit, que ce soit nous qui l'occupions à nouveau ou plus, ou parce qu'on a mieux ou on a pire, que celui qui arrive trouve une institution fonctionnelle, qui fonctionne avec un staff, comme les autres institutions, comme la RAC, comme la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes en train de faire ce travail-là. Et le secrétaire général de notre parti, M. Edouard Vincent Assiercolé, qui est également directeur de cabinet du chef de file de l'opposition, j'espère que vous l'inviterez peut-être en début d'année prochaine pour lui laisser le temps de finir le travail de fond qu'il est en train de faire maintenant. Il aura des choses à vous présenter, à vous dire un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nous avons fait ensemble depuis tout ce temps-là. C'est un monsieur qui est plutôt discret, qui travaille dans l'ombre, très efficace. Ce n'est pas celui qui va sur les radios, mais bon, il viendra vous parler des résultats qu'ils ont obtenus dans le travail qui se fait là-bas. Alors maintenant, on va revenir au recensement, initialement prévu pour finir le 12. On a prolongé de 4 jours. Alors vous voulez inviter les populations togolaises à aller se faire recenser? Absolument. Lorsque nous sommes entrés en fonction en janvier 2019, il y a une de nos préoccupations était qu'il y ait un recensement, parce que pour nous, 2020 devait être l'année du recensement, puisque 10 ans. Bon, on a commencé donc déjà ce plaidoyer-là. Les ministres nous ont rassuré qu'on cherche des partenaires, c'est en cours, ça veut dire peut-être. Bon, 2020, Covid est venu nous trouver, donc on ne peut pas faire le recensement en plein Covid. Bon, comme opposition, nous, à ce moment-là, nous avons dit, mais justement, tant mieux, puisqu'on a le couvre-feu, tout le monde est à la maison, c'est le moment idéal pour compter les gens. Mais bon, comme c'est une maladie qui est très contagieuse, on ne va pas non plus envoyer les agents se faire contaminer potentiellement par des gens à la maison. Donc, bref, tout cela n'a pas pu avoir lieu. Et nous n'avons pas cessé de les interpeller. Nous avons voté la loi sur l'identification biométrique. Alors, une fois que nous avons voté cette loi-là, nous leur avons dit, mais écoutez les amis, si vous devez faire un recensement, à un moment donné, la CENI aussi va faire son recensement et on doit aussi faire l'identification biométrique, pourquoi ne pas essayer de voir si on peut coupler tout cela pour faire d'une pierre plusieurs coups? Comme ça, on ne retourne pas sur le terrain 3-4 fois avec les mêmes ressources déployées. On dépend. Bon, ils ont sûrement passé ça dans leur scanner là-bas. Ils ont peut-être trouvé que non, ce n'était peut-être pas opportun. Donc, pour nous, c'est bien qu'on fasse le recensement.
J'invite les gens à se recenser. C'est pourquoi même je suis là ce matin, parce qu'il reste 2 jours. Toi qui n'étais pas fait recenser, va te faire recenser parce que ça nous permet d'avoir le profil démographique et ça nous permet, parti au pouvoir comme opposition, de savoir que par exemple là nous sommes 8,6 ou 7 millions, telle tranche à tel âge, telle tranche à tel âge. On peut améliorer notre offre politique, proposer des programmes et des projets qui vont être dans notre projet de société, qui sont en adéquation avec ce à quoi ressemble le profil démographique réel de la population pour répondre à de vrais besoins. Vous voyez, donc c'est un devoir citoyen et j'invite les gens à se recenser et ne pas céder aux histoires de « oh, c'est encore des combis », il n'y a rien. Si tu te fais recenser, on sait que tu es dans le pays, ça ne te condamne à rien. Et au gouvernement, pour dire que ce n'est pas assez, nous attendons l'identification biométrique parce que nous avons d'une part une menace sécuritaire au nord. Nous avons la crise sanitaire. Bon, maintenant, nous avons 15 cas actifs, je crois, aujourd'hui. Peut-être envisager de lever l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi pas? Nous, il y a même une question par rapport à ça sur la presse. Comme opposition. L'auditeur vous demande est-ce que vous allez, normalement, la date butoir de la situation sécuritaire où dans notre pays est déjà assez où il faut demander aux gens de vaquer librement à leur occupation. Bon, nous sommes à 15 cas actifs. Moi, ma position, c'est qu'il faut lever l'état d'urgence sanitaire. Bon, ce n'est pas ici que je vais en faire un débat pour discuter, parce que quand nous irons voir les gens qui ont mis l'état d'urgence sanitaire avec notre concours, ils ont peut-être des arguments ou des informations que moi, je n'ai pas ici, qui font que ce n'est pas encore levé. Ils ne l'ont pas mis pour le plaisir de le mettre. Donc, de ces échanges-là, nous, comme opposition, nous allons venir et dire, bon, nous pensons qu'avec 15 cas actifs, il faut lever l'état d'urgence, et nous allons les écouter. Et si ce qu'ils nous disent ne nous paraît pas convaincant, nous allons continuer à demander la levée. Et si c'est convaincant, bon, on ajuste. C'est ça. Donc, on ne veut pas venir insulter, critiquer à la radio, ça ne sert à rien. Si ça doit être levé, ça se levera et il n'y a pas de problème. Même à 15 cas actifs, nous pensons que c'est... Donc, je vous parlais des problèmes de sécurité, problèmes sanitaires, la vie chère. L'identification biométrique nous permettra de savoir qui réside au Togo pour toutes ces raisons sécuritaires, fiscales, tout. Et comme ça, on pourra savoir qui a vraiment besoin d'aide. Et quand on veut déployer des programmes comme Novici, on ne va pas venir donner des gens l'argent, les 15 000 francs là, à quelqu'un qui gagne peut-être 7 ou 8 millions, alors que celle qui gagne 10 000 n'en a pas. Ça nous permettra de mieux cibler les populations qui ont des besoins. Et quand on parle d'augmenter les revenus, augmenter le SMIC et tout cela, on pourra avoir des données plus précises sur les revenus des gens. Et voir, peut-être moi je dis qu'il faut augmenter le SMIC à 50 000, peut-être c'est à 60 ou à 65 000 qu'il faudra l'augmenter. Mais pour ça, il faut des données. Et le recensement va nous aider dans ce sens-là. L'identification biométrique va nous aider dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'il faut participer. Il ne faut pas regarder ça du coin de l'œil. Le recensement, ça nous concerne tous. J'invite tous qui ne se sont pas fait recenser à se faire recenser. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui dit par rapport à ce recensement, il y avait un manque de communication. C'est possible. Comme je vous dis, je n'étais pas là. Moi-même, je dois me faire recenser. Je suis rentré hier. Donc, c'est possible, mais en tout état de cause, au lieu, par exemple, que j'aille me promener partout dans la ville aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était plus efficace pour moi de venir à la radio. Donc, le message touche un grand nombre de personnes. C'est dans votre intérêt de vous faire recenser. Ne regardez pas ce que... Comme toute œuvre humaine, elle est perfectible. Mais ne regardez pas les insuffisances. Allons à l'essentiel qui est qu'on doit se faire recenser. Donc, faites-vous recenser. Et puis, au fil du temps, on va corriger ce qui aurait pu être mieux fait. Alors, il nous reste pratiquement 30 secondes si vous avez un message à l'endroit de la population. Avant le message à la population, en début d'émission, j'ai salué la mémoire de notre frère, Feu André Johnson. Avant de terminer, on a l'ambassadrice de France qui quitte le pays. J'aimerais publiquement la saluer et saluer le travail qu'elle a fait ici. Ils nous ont beaucoup aidés par des temps difficiles, notamment en contribuant aussi. Vous savez que la France a contribué au programme Novici, je crois à hauteur de 2 milliards et quelques, et il nous appuie dans plusieurs domaines. Donc je tiens à la saluer, à la remercier pour le travail qu'elle a fait pour raffermir la coopération entre la France et le Togo. À mes amis togolais, je dirais, à mes frères du Togo, je dirais, faites-vous recenser, faites-vous recenser, faites-vous recenser. À nos amis du parti, nous avons trop de problèmes dans le parti, on ne peut pas tout régler. C'est pourquoi le 12 août, j'ai lancé un appel pour qu'on tienne un congrès. Une nouvelle équipe va clarifier la situation financière, faire le ménage, et 50 sur 54 fédérations consultées ont adhéré à cet appel. Ils ont signé un document disant qu'ils soutiennent cet appel-là, ils veulent un congrès. L'ensemble du bureau directeur aussi veut un congrès. Donc nous allons aller voir le président national à Paris et lui dire que bon, on a suspendu son vice-président pour vol, mais maintenant il faut faire un congrès.
pour remettre les choses en ordre. Parce que 12 ans sans congrès, c'est cette mauvaise gouvernance-là qui amène ces conneries-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie pour le temps et j'ai été un peu long. Hein. Merci à l'honorable Sénat Alipuy, député UFC à l'Assemblée nationale. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM, fin de ce débat mis en ordre par Romain Aziablé. Bonne suite de nos programmes.